Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Publication des résultats d'examen d'État 2023 en République démocratique du Congo par le ministre de l'EPST Tony Mwabakazadi. C'est jeudi 17 août. Les provinces éducationnelles de Lomami 2, Congo Central 2, Kasaï 2 et Ituri ont enregistré des meilleurs lauréats. Plusieurs dégâts matériels, pas de pertes en vie humaine, bilan de l'incendie qui s'est déclenché tard dans la soirée du mercredi au camp Lufungula dans la commune de Lingwala. Cet incendie proviendrait des raccordements électriques frauduleux selon nos sources d'information. Dossier Salomon Kalonda, secrétaire particulier du président de l'Ensemble pour la République Moïse Katumbi. L'affaire est renvoyée au 18 septembre prochain afin de permettre à ses avocats de prendre connaissance du dossier. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les acquis de l'état de siège décrété en province de l'Ituri et du Nord Kivu, c'est les sujets abordés au cours du briefing presse tenu hier, mercredi 16 août 2023, par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, avec les porte-paroles des FRDC, le général-major Sylvain Ekenge, Bomoussa et Fomi. En attendant l'ultime décision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les FRDC a obtenu plusieurs acquis de l'état des sièges. En termes d'acquis, il y a des opérations qui ont été menées. Il y a eu beaucoup de rendus de la part des groupes armés locaux. Au Nord Kivu, il y a des groupes armés qui sont cantonnés, où il y a eu plusieurs milliers, en tout cas plus de 2000 membres des groupes armés qui se sont rendus. Il y en a qui étaient cantonnés à Rumangabo, d'autres à Mobambiro. Et tout cela a permis à ce que nous puissions réouvrir certaines routes des opérations militaires. Et la pression a été telle qu'on a neutralisé un grand nombre, surtout d'ADEF et de membres des groupes armés. Les collaborateurs des ADEF, beaucoup ont été arrêtés. Nous avons anéanti quasiment les réseaux de ravitaillement, de recrutement, les réseaux des collaborateurs dans la ville de Beni, dans la ville de Butembo et un peu partout. Et il y a beaucoup d'ADEF qui ont été neutralisés. Et les ADEF, comme vous le savez, sont de plusieurs nationalités. Malheureusement, cette situation a été perturbée par l'agression rwandaise. Parlant de la réaction du secrétaire d'État américain Tony Blinken sur la soi-disant tension à la frontière entre la RDC et le Rwanda, Patrick Muyaya éclaircit l'opinion. Lorsque vous parlez de la frontière entre la RDC et le Rwanda, mais la frontière, elle est tenue par qui actuellement? Ce n'est pas la force régionale. Et donc, de quelle tension on parle, premièrement? Deuxièmement, je ne pense pas qu'il y a matière à désescalade ici, parce que ça fait plus ou moins plus d'une année que nous avons commencé un processus de discussion avec toutes les parties prenantes pour aboutir à ce qu'on a vu en novembre de l'année dernière qu'on appelle l'accord de Luanda, qui fixe le cadre qui permet le retour de la paix. Aujourd'hui, le général est là, il pourra le confirmer, on observe plus ou moins, en tout cas, un respect des cessez-les-feux entre nos forces, les forces armées de la République démocratique du Congo et les autres, le Rwanda, la coalition Rwanda-RDF. Alors, lorsqu'on veut parler des escalades, de quoi on parle? Parce qu'il y a un schéma qui fixe les rôles de tout un chacun. Je pense qu'on va encore, il y a un besoin de communiquer davantage avec les Américains à ces sujets parce qu'ils font le relais de la propagande rwandaise. Parce qu'ils sont dans une stratégie pour dire que la République démocratique du Congo se prépare à attaquer les Rwandais. Nous, vous connaissez la tradition qui est la nôtre et la ligne du président de la République. Nous voulons restaurer l'intégrité de notre territoire. Et c'est pour ça que nous avons souscrit à différents processus diplomatiques. Nous, comme République démocratique du Congo, nous travaillons pour assurer la montée en puissance de nos forces armées.
quelques jours de la publication de résultats des examens d'État selon la date fixée par le ministre de l'EPST, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC dresse un tableau sombre de la situation caractérisée par des dysfonctionnements récurrents susceptibles d'hypothéquer la conformité des résultats. Les constats faits à ce jour révèlent ce qui suit. L'examen d'État, qui est un domaine hautement technique réservé à la compétence de l'inspection générale de l'enseignement, au terme de la loi, est caporalisé aujourd'hui par les cabinets politiques qui gèrent la base des données de manière non transparente. Le centre de correction officiellement fermé par l'autorité à la suite des revendications des inspecteurs n'a jamais été officiellement réouvert. Les inspecteurs et correcteurs qualifiés à cette laborieuse tâche ont refusé de travailler pour n'avoir jamais touché leurs primes des éditions passées et celles en cours. Il y a lieu de se demander par qui le ministère fait corriger l'examen d'État. À ce jour, seuls 25% des matières ont été corrigées dans les 60 provinces éducationnelles. Fustigeant par ailleurs le comportement du ministre de tutelle qui foule aux pieds tous les principes favorisant une rentrée scolaire apaisée, nonobstant les travaux de Mbouila Lodge, devenus une occasion en or pour saigner à blanc le trésor public, la synergie formule néanmoins quelques recommandations. La synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo demande au gouvernement de la République de payer aux inspecteurs et intervenants à l'examen d'État les arriérés de leurs primes ENAFEP 2020, 2021, 2022 et 2023, TENASOSPE 2022 et 2023, CNC 2022, 2023, pour qu'ils se remettent rapidement au travail et sauvent l'examen d'État. Au-delà de ces revendications, en attendant une prise de position commune avec tous les enseignants, la synergie annonce par ailleurs pour le 28 août prochain une grande assemblée générale afin de fixer l'opinion sur sa décision avant la rentrée scolaire. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a présidé la séance du jury national de l'examen d'État session 2023 dans la salle de réunion de son cabinet de travail ce jeudi 17 août 2023. À l'issue de cette séance qui a été houleuse, le président du jury a annoncé que seront publiés les résultats des 6 premières provinces éducationnelles ce vendredi 18 août, dont les lauréats seront connus ce jeudi 17 août. Les résultats seront publiés dans l'intervalle de 2 jours pour 6 autres provinces éducationnelles pour ne pas saturer les sociétés de téléphonie cellulaire chargées de les rendre publics, a déclaré le professeur Tony Mwabakazadi. Nous confirmons que la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023 aura bel et bien lieu demain vendredi, le 18 août. Je cru entendre qu'on était en retard, mais je précise ici qu'il y a une pratique depuis un moment où les examens d'État, les résultats sont publiés un mois après la passation de l'épreuve, mais aujourd'hui, comme ça sera annoncé ou publié demain, même si on n'a pas été comme d'habitude dans les mois, mais nous ne sommes pas en retard. Parce que les retards voudraient dire publier les résultats des examens d'État après la rentrée scolaire et après la rentrée académique. Mais nous ne sommes pas en retard parce que nous allons commencer la publication avant la rentrée scolaire et avant la rentrée académique pour permettre à ceux qui auront réussi de prendre facilement les inscriptions à l'université et ceux qui auront échoué de reprendre les inscriptions. Nous avons 26 provinces administratives, 60 provinces éducationnelles, mais nous allons procéder par groupe de 6 provinces éducationnelles. Comme ce sont les télécoms qui nous accompagnent, pour ne pas saturer les réseaux, nous commençons par 6 et les lundis encore 6. Après chaque 2 jours, nous allons
publier au moins 6 provinces. En attendant la publication des résultats généraux des 6 premières provinces éducationnelles, les finalistes ayant obtenu les meilleures notes seront fixés ce jeudi 17 août dans les heures qui suivent. C'est une séance de restitution auprès du patron de l'économie nationale. Après 3 jours d'intenses travaux, la Commission nationale de la concurrence de la RDC et la délégation de l'autorité de la concurrence de l'EAC ont fait les comptes rendus de l'atelier sur la mise en œuvre de la politique conjointe de concurrence entre la communauté de l'Afrique de l'Est et la République démocratique du Congo tenue à Kinshasa. Les participants ont eu des informations nécessaires sur la communauté de l'Afrique de l'Est, sa structure de régulation de la concurrence et la législation sur la concurrence au niveau de l'EAC et de la République démocratique du Congo. Il était donc question, durant les 3 jours de travaux, d'harmoniser les outils et structures en vue d'une intégration de la CONAC à l'EAC. La registraire de l'EAC, Liliane Kajoujou, a insisté sur l'importance de renforcer la coopération économique dans la sous-région qui passe par la promotion d'une concurrence loyale en vue d'attirer plus d'investissements. Et donc en fait nous avons eu des discussions avec 3 équipes. Le 1er jour c'était avec la CONAC, le 2e jour c'était avec des représentants de l'État, des ministères, des agences. Et puis le 3e jour c'était avec d'autres parties prenantes, les sociétés privées, les organisations de la société civile. Et donc nous sommes ici juste pour assurer qu'on pourrait faire des affaires d'un climat favorable dans le marché commun. Des échanges portés sur leurs situations respectives qui ont donné lieu à des présentations des 2 parties. Les coordonnateurs de la CONAC, Simba Luzolo, a salué le leadership du VPM Vital Kamerhe qui ne ménage aucun effort pour booster cette structure du ministère de l'économie nationale. Il y a un premier contact qui a été pris avec la communauté des États de l'Afrique de l'Est, des premiers échanges qui vont devoir, en fin de compte, aboutir sur un mémorandum d'accord entre nos 2 structures, toujours pour le bien de la concurrence et le bien de la protection de la consommateur. Nous voulons que l'Afrique soit en paix. Le docteur Vital Kamerhe a martelé sur le fait que l'Afrique est en retard, car une grande partie de ce continent est en guerre. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un homme du développement. Mais il a toujours rappelé qu'il n'y a pas de développement sans paix. Et pour lui, la priorité pour le moment, c'est la paix à l'Est. Et ça nous peine d'avoir la guerre en République démocratique du Congo, au Sud-Soudan, au Somalie, au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Ce n'est pas l'Afrique que nous voulons. Nous voulons l'Afrique en paix, mais qui voit les intérêts des Africains, de ces populations, pour œuvrer résolument pour le développement. Tous les continents ont déjà pris le rendez-vous avec l'histoire. L'Afrique est en retard. Retombée du sommet des climats du Brésil, Esso Mayaka, acteur dans le secteur de l'agriculture et l'environnement, salue l'intervention du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de ces sommets. Le chef de l'État a pu présenter d'une manière générale, d'une manière globale, l'importance de notre pays dans le monde. Parce que nous sommes la solution du climat et je pense qu'aujourd'hui nous devons bénéficier réellement de cette position au niveau mondial. La République démocratique du Congo regorge en son sein une majeure partie de la forêt du bassin du Congo. Les acteurs du secteur de l'environnement de la province de l'Équateur souhaiteraient que la conférence que compte organiser le président de la République sur le climat soit organisée dans la province de l'Équateur où se base la majeure partie de la forêt. À la fin du mois, on organise cette conférence et je pense qu'il est important aujourd'hui que dans notre pays, que la province de l'Équateur soit mise en valeur. C'est la province de l'Équateur qui a ce berceau, qui protège le monde aujourd'hui. La solution climatique, c'est à l'Équateur. Il serait souhaitable que cette conférence se fasse à Mbandaka ou à Bouindé par exemple. Parce que
Cette conférence pourra démontrer à la face du monde, regardez, nous avons besoin de cet argent pour faire face aux problèmes que nous avons dans cette province. Voyez-vous, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas d'école, on n'a pas de route. La province, elle est quasi abandonnée. C'est pourquoi je lance un appel au chef de l'État de voir les voies et moyens pour que cette conférence soit organisée dans cette province. En Amazonie, là-bas, il y a eu un moment, on a commencé à abattre les arbres. Vous avez eu le tollé que le monde a lancé par rapport à cela. Okay? Les organismes internationaux ont commencé à parler. Mais nous, on n'a jamais touché ces millions de forêts. C'est une manne, c'est la solution, pas pour l'Afrique. Je ne sais pas si les gens se rendent compte que c'est pas, on ne parle pas de la RDC, on ne parle pas de l'Afrique, on parle du monde entier. Ça veut dire les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, la Belgique vivent aujourd'hui parce que nous, on leur garantit cette contrepartie qu'ils ont détruite dans le monde. La solution du monde aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo avec sa biodiversité et sa dense forêt du bassin du Congo. L'unité, l'entente et la solidarité entre les personnalités et la population du Grand Bandundu au centre d'une rencontre conviviale et familiale des notabilités du Bandundu, des différentes générations et couches socio-professionnelles, organisée ce mercredi 16 août 2023 par le Forum d'association pour le renouveau du Grand Bandundu dirigé par l'honorable Jean-Marie Tantoumé. Cadre choisi, l'espace Kagé à Limete. L'intervenant principal à cette rencontre, Monseigneur José Moko Ekanga, a invité toute la population du Grand Bandundu qui prie de ne pas se replier sur elle-même. Personnellement, j'ai voulu que, partant du modèle des communautés primitives chrétiennes, que cette communauté ne puisse pas se replier sur elle-même, qu'elle reste une communauté ouverte. Parce que quand on invoque le nom de Dieu, on ne peut que développer des réflexes de fraternité avec l'humanité tout entière. Et j'ai insisté pour que cette communauté puisse comprendre que le fait d'appartenir à une famille vous invite au nom de ce même Dieu créateur à accueillir les différences, la diversité comme une chance. Pour le coordonnateur du Forum d'association pour le renouveau du Grand Bandundu, Jean-Marie Tantoumé, le discours de Monseigneur José Moko converge avec la philosophie du phare BDD. Nous tenons à remercier Monseigneur qui a bien daigné jouer le rôle central d'exhortation. Il a abonné dans le sens du discours du phare de Bandundu, l'unité dans le respect des différences d'opinion politique et religieuse. Nous tenons à ce que le Bandundu soit uni, fort et respecté. Et nous vous invitons, nos frères, nous serons forts dans le respect de nos différences, dans la complémentarité et non dans la suffisance. Présent à ces grands rendez-vous de la communauté bandundoise, le professeur Malembe Tamandjak, Isdor Ndaiwel Nziem, Justin Okana, le docteur Gracien Boli, le père Daniel Katona, Félicité Kimpiobi et tant d'autres hauts cadres ont tous déclaré que désormais, ils vont militer pour l'unité et la solidarité au sein de la communauté. L'occasion faisant les larrons, les diplômes d'ambassadeurs pour les bonnes manières et le changement des mentalités ont été remis aux filles et fils dignes du Grand Bandundu afin de vulgariser et inculquer les bonnes manières et le changement des mentalités. C'est dans le souci de dénicher et de promouvoir les jeunes talents orphelins, parfois oubliés ou abandonnés à leur triste sort par la société et la communauté, mais aussi dans le but de les occuper en cette période de grandes vacances que Madame Marceline Vita,
la Dame au Grand Cœur, responsable de l'ONG La Charité, dont le Seigneur Jésus-Christ vient de lancer officiellement la première édition du tournoi de football dénommé Charity Cup. L'ONG La Charité travaille en collaboration avec d'autres orphelinats. À chaque fois qu'on rend visite aux enfants, on se rend compte que les enfants sont abandonnés. Ils croient qu'ils sont marginalisés puisque leurs parents sont décédés. Au moment où ces enfants ici ont le talent. C'est pourquoi l'ONG La Charité s'est dit avec le propre moyen, le peu de moyens qu'on a, qu'on essaie un peu de valoriser aussi, de promouvoir aussi les talents des enfants. Le goût de cette compétition inter-orphelinat qui s'étendra du mercredi 16 au dimanche 20 août 2023 et qui mettra aux prises 11 équipes de la capitale de jeunes garçons de moins de 17 ans a été donné personnellement par cette dame de fer après avoir lancé le coup d'envoi, procédé à la salutation de joueurs, mais aussi et surtout marqué le premier but à l'issue d'une séance symbolique de passe-passe. Voilà, maman va marquer le but. Voilà, ça te passe. Maman va marquer le but, ça te passe, voilà. Voilà, maman va... Voilà. Voilà, maman va tirer. Ce mini-championnat, très captivant à travers des gestes techniques et un spectacle hors pair. Par ailleurs, il importe de signaler que c'est sur base d'un sérieux critère d'éligibilité et de conformité des documents qui régissent leur existence que ces différents orphelinats ont été sélectionnés. Ces derniers devront donc compétir en mode éliminatoire direct et pour ce qui est de la première journée, 2 rencontres étaient au rendez-vous, à savoir la Charité face à Fatima et Tabita Koumi contre Mission Dorcas. En ce qui concerne le premier match, la rencontre s'est soldée par la victoire de l'ONG La Charité sur le score de 2-1 dans une ambiance de réjouissance totale. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté oreille. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi.